Alors, nous abordons une nouvelle série, entre guillemets, mais qui ne comprendra que 2 numéros, à savoir, aujourd'hui, il sera question de l'histoire de la Chine, bien entendu dans ses grandes lignes, et dans 15 jours de l'histoire de l'Inde, également dans ses grandes lignes. Alors, ces 2 matières ne font pas partie du programme, mais moi, il me semble quand même indispensable, et je plaide auprès de mes collègues depuis très longtemps, pour que ces 2 matières soient enseignées. Au moins, je dirais, de nouveau, même superficiellement, hein, mais il est impensable que l'on sorte d'études d'histoire en n'ayant pas quand même quelques notions élémentaires pour placer les principaux jalons de 2 pays dont on n'arrête pas de parler pour l'instant, puisqu'ils font partie de ce qu'on appelle les pays émergents. Hein. Ces 2 pays réunis totalisent quand même un tiers de la population mondiale. Alors ce n'est pas seulement l'aspect démographique qui justifie, je dirais, de traiter ces 2 sujets, ce n'est pas non plus, je dirais, la dimension de leur territoire, ce n'est pas non plus leur importance sur le plan économique depuis 15-20 ans, c'est aussi l'importance culturelle que ces 2 pays ont eu dans l'histoire de l'humanité. Et ça, je crois que passer à côté de l'histoire de ces 2 grandes civilisations serait quand même un manque total de pertinence et ne peut conduire qu'à entretenir l'ignorance des élèves et des étudiants. Donc, j'aborde aujourd'hui donc l'histoire de cette grande civilisation que fut celle de la Chine. Vous vous rendez bien compte qu'en 1h30, je vais devoir survoler le territoire à plusieurs kilomètres d'altitude. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, quelques notions géographiques tout d'abord. Je n'ai pas de carte de la Chine ici, mais je vais quand même resituer un petit peu ce pays sur le planisphère politique qui se trouve au mur. Alors, vous savez que ce planisphère politique, il est daté lui-même, puisqu'il a plus de 50 ans, mais enfin, on va faire avec, comme on dit, couramment. La Chine actuelle, je dis bien, c'est ce territoire qui se trouve à l'est de l'Asie. Je ne vous apprends rien. Alors ça, c'est la Chine actuelle. La Chine dont je vais vous parler remonte à 2500 ans et couvre essentiellement cette région-ci. Donc, c'est une partie du territoire de la Chine actuelle qui correspond à, je dirais, 2/5 du territoire de la République populaire de Chine actuelle, parce qu'en effet, les territoires qui se trouvent au nord, à l'ouest et tout à fait au sud, n'ont fait partie de l'histoire de la Chine que plus tard. Alors en effet, cette région-ci qui se trouve au nord-est, c'est la Mandchourie, qui est peuplée de populations relativement proches des Mongols. Vous avez d'autre part toute cette région-ci que l'on appelle la Mongolie intérieure. Il y a le Xinjiang, c'est tout ceci. Le Xinjiang, c'est le Turkestan chinois. Donc il est peuplé de populations d'origine turque. Il parle une langue qui est ouïghour. Vous avez alors toute cette région-ci qui est le Tibet. Et là, inutile de vous faire une description plus précise. Vous savez que le Tibet pose de gros problèmes à la Chine, parce que son guide spirituel et politique aussi, le Dalai Lama, aurait, comment dirais-je, voulu pendant de nombreuses années que le Tibet redevienne indépendant, ce qui était le cas jusqu'aux années 50, et maintenant dispose au moins d'une autonomie culturelle. Il ne revendique plus l'indépendance, mais il revendique l'autonomie culturelle. Les Tibétains et les Chinois
ne s'entendent pas vraiment. Et alors vous avez également, juste au nord du Vietnam, au nord du Laos, et ici près de la frontière birmane, ce qu'on appelle maintenant le Myanmar, dans toute cette région-ci, également des populations qui ne sont pas chinoises. Il y a de très nombreuses minorités dans cette région-ci. La Chine, toutefois, possède une caractéristique tout à fait remarquable, c'est que 90% de sa population est composée de membres de l'ethnie Han. Ça s'écrit H-A-N. Autrement dit, la Chine est relativement homogène sur le plan linguistique. Même si vous avez de vastes régions où l'on parle d'autres langues, mais ces vastes régions, il faut le savoir, sont très peu peuplées. Je voudrais vous dire que les Han, qui sont l'ethnie très très largement majoritaire, 90% de la population, couvrent en fait un territoire représentant 60% de la population. Le reste, ici, vous voyez, ce sont des déserts, tout ceci, désert de Gobi, dans Xinjiang, c'est désert, le Tibet, ce sont des hauts plateaux, désertiques aussi, où il fait extrêmement froid. Dans le nord, ici, il fait extrêmement froid également, donc la grande majorité de la population se trouve en fait dans l'est de la Chine. Et c'est là que se trouvent les fameux Han. À l'heure actuelle, je crois que c'est bon de mentionner la chose également avant de commencer un cours sur l'histoire de la Chine, il y a 1,350 milliard d'habitants en Chine. Je dis bien 1,350 milliard. Vous voyez ce que ça représente. Aux États-Unis, 300 millions d'habitants. En Europe, 400 millions. En Inde, 1 milliard d'habitants. Alors moi, je peux vous dire que lorsque j'étais enfant, au début des années 60, il y avait un chanteur qui vit toujours à l'heure actuelle, et mon fils est en train de faire une carrière remarquée, Thomas Dutronc. Eh bien, le père, Jacques Dutronc, le mari de Françoise Hardy, Jacques Dutronc, il chantait une chanson au début des années 60 qui était 700 millions de petits Chinois, et moi, et moi, et moi. Donc vous voyez qu'en 50 ans, la population de la Chine a doublé. Mais ce n'est pas doublé de 3 millions à 6 millions. C'est passé de 700 millions à près de 1,4 milliard. Vous voyez, c'est doublé, mais avec un chiffre qui est tellement gigantesque qu'il pose évidemment problème. On ne peut pas imaginer de ne pas parler de l'histoire de la Chine, rien que pour cette raison-là. Et je vous ai dit qu'il n'y a rien d'autre raison de parler de l'histoire de la Chine. La Chine est depuis très longtemps un pays peuplé, même très peuplé. Vous devez savoir qu'au XIe siècle, 12e siècle, il y avait 100 millions d'habitants dans l'Empire de Chine. 100 millions. Ce chiffre a varié dans les siècles qui ont suivi. Au XIVe siècle, au milieu du XIVe siècle, il n'y a plus que 60 millions d'habitants. Enfin, on verra ça dans quelques instants. Donc, quelques notions générales. Alors, il faut distinguer également sur le plan géographique la Chine du Nord de la Chine du Sud. La Chine du Sud, c'est cette région-ci, c'est une région donc tropicale. Le climat y est chaud et humide. C'est la région où l'on cultive le riz. Dans le nord, où là, vous avez un climat qui peut être très rigoureux, froid, c'est la région où on cultive le blé et le millet. Et c'est comme ça qu'il y a parfois des gens, des touristes, quand ils se rendent en Chine, ils ne se rendent pas compte que s'ils sont à Pékin, par exemple, eh bien, ils ne doivent pas être étonnés de ne pas avoir de riz au repas. On va dire, mais enfin, on va en Chine, c'est quand même le comble. Eh bien, il n'y a pas de riz. Si vous
vous allez dans un restaurant huppé. Évidemment, si vous allez dans un restaurant plus populaire, là vous aurez le riz. Parce que c'est la région du blé et du millet. Voilà, donc tout ça est assez important. Alors, je vais reprendre maintenant la suite de mon exposé, après avoir replacé un petit peu les grandes données en termes de dimension, je dirais, sur le plan géographique, sur le plan démographique et même sur le plan nutritionnel. Voilà. Alors, on va commencer donc l'histoire de la Chine. Alors, cette histoire de la Chine, dans cette histoire, je vais distinguer deux grandes périodes. Une première période qui, en gros, est la période de la Chine dite classique, c'est-à-dire la période impériale, qui s'étend du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début de la deuxième décennie du XXe siècle, donc ça couvre 2200 ans, en gros. Et puis, d'autre part, on va voir l'histoire de la Chine moderne. Je crois qu'il faut bien distinguer. Alors, je commence tout d'abord par l'histoire de la Chine classique. Trois dimensions vont être successivement envisagées. La dimension religieuse, la dimension politique et la dimension économique et sociale. Je commence donc par la dimension religieuse. La civilisation chinoise est marquée, je dirais, caractérisée par deux pôles. D'une part, la croyance en des forces de la nature, en la superstition, et d'autre part, un autre pôle qui est celui du rationalisme. Un Chinois peut être en même temps rationaliste et pratiquer un certain nombre de rites, de coutumes qui nous sembleraient très archaïques. Ce n'est pas contradictoire. Originellement, les Chinois, dans le cadre de leur religion archaïque, pratiquent la croyance plus exactement, ne pratiquent pas leur croyance, mais pratiquent le culte des ancêtres et croient également dans les divinités du sol, de la terre. Par la suite, à partir du 7e siècle, trois religions vont se succéder, ou plus exactement, se juxtaposer, au point même de se confondre à certains moments. Je veux parler d'abord du confucianisme, ensuite du taoïsme, et en dernier lieu, du bouddhisme. Le confucianisme a pour fondateur Confucius, qui a donné sous sa forme latinisée Confucius, qui vit entre le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ et le premier quart du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pour avoir des dates plus ou moins rondes, je dirais, entre 550 et 464. Je crois que la date officielle, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est même 479. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de registre d'état civil, donc c'est ce que la légende propose et que l'on retient habituellement dans la tradition. Quelles sont les grandes caractéristiques du confucianisme?
Tout d'abord, sur le plan philosophique, parce qu'en effet, le confucianisme n'est pas une religion au sens propre. Il s'agit plutôt d'une philosophie de l'existence marquée par la religiosité. Alors, le confucianisme, de ce point de vue, vise surtout à éradiquer, à supprimer les superstitions, les vieilles croyances qui circulent dans la population. Le confucianisme est une philosophie rationnelle, voire rationaliste. C'est essentiellement, je dirais, une philosophie politique, dans la mesure où le confucianisme essaie d'établir une société d'ordre très hiérarchisée, domine l'obéissance absolue au pouvoir en place. Le confucianisme connaît d'ailleurs un regain à l'heure actuelle. En effet, le Parti communiste qui domine la vie politique en Chine, pour l'instant, ne voit pas d'un mauvais œil l'ouverture d'écoles basées sur la philosophie confucianiste, puisque celle-ci promeut le respect de la hiérarchie, le respect de l'ordre politique. Et on comprend tout de suite l'intérêt que l'empereur, les empereurs successifs, ont pu trouver dans le confucianisme pour imposer leur pouvoir. Alors, une classe sociale particulière va relayer, évidemment, cette vision des choses, classe sociale dont je vous parlerai un peu plus tard. On peut me parler de caste. Ce sont les mandarins. Les mandarins qui sont des hauts fonctionnaires et qui participent du contrôle de la société au profit de l'Empire. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Ça, c'était donc pour le premier courant philosophique. Deuxième courant, qui lui est philosophique aussi, mais plus marqué que le confucianisme par la religiosité, on peut même dire par la religion. C'est le taoïsme. Alors, le Tao est la voie, littéralement, qui mène à l'absolu et qui vise à l'immortalité de l'âme. Mais pas seulement l'immortalité de l'âme, également l'immortalité du corps. Et c'est ainsi que dans le taoïsme, de nombreuses recettes de longue vie sont proposées afin de vivre le plus longtemps possible et d'atteindre cette immortalité. C'est dans le Tao que l'on trouve ces deux grands principes que vous connaissez certainement, qui sont le yin et le yang. C'est-à-dire les deux principes qui conduisent l'univers. Le yin et le yang, c'est le féminin et le masculin, le féminin étant associé à l'humidité, au chaud, le masculin étant lié au froid, au sec, et vous connaissez certainement le fameux symbole qui résume cela, c'est le fameux cercle.
en noir, avec un petit point blanc, et ceci, c'est du noir dans une aire, dans une surface blanche. Ça va? Donc c'est pour dire que dans le féminin et dans le masculin, il y a toujours un élément de l'autre principe. Donc dans le masculin, il y a un peu de féminin, et dans le féminin, il y a un petit peu de masculin. Et c'est comme ça pour toutes les grandes qualités, si vous voulez, qui sont liées à ces principes. Alors maintenant, je crois quand même devoir vous dire que le taoïsme aurait été inventé par un philosophe qui s'appelait Lao Tzu. Qui aurait vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez que quand on est dans le passé légendaire, il faut prendre les dates avec beaucoup de circonspection. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que sa pensée ne commence à être diffusée qu'à partir du 4e et du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est en tout cas le moment où le livre qu'il aurait écrit nous est connu. Je vous montrerai tout à l'heure dans la bibliographie. On va passer maintenant au 3e courant, c'est le bouddhisme. Bouddhisme que vous connaissez déjà par mon cours d'histoire des religions. Alors je ne vais pas refaire ici l'histoire du bouddhisme, mais sachez quand même que le bouddhisme est originaire de l'Inde. Il date du 6e, 5e siècle avant notre ère, autrement dit, Siddhartha Gautama, dit le Bouddha, est un contemporain de Confucius. Le bouddhisme va même devenir, pour une période relativement courte, la religion officielle de l'Inde, dans le cadre de l'empire d'Ashoka, au 3e siècle avant Jésus-Christ, en Inde, je dis bien, Ashoka, c'est écrit comme ceci, au 3e siècle avant Jésus-Christ, donc il est postérieur à l'époque hellénistique. L'Inde était fortement influencée, l'Inde du Nord a été influencée par la culture hellénistique, et il a imposé cette religion à ses sujets. Mais là, nous sommes en Inde. Le bouddhisme, lui, ne s'étend, ne se diffuse que très lentement en Chine qu'entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Donc vous voyez, plusieurs siècles après Bouddha. Et on peut dire que le bouddhisme est sans doute la religion dominante en Chine entre le 3e et le 10e siècle de notre ère. Alors là, il faut savoir de quel bouddhisme on parle. Dans mon cours d'histoire des religions, je vous avais expliqué qu'il y avait plusieurs branches dans le bouddhisme. Il y avait le petit véhicule, il y avait le grand véhicule, il y avait le bouddhisme du diamant. Le bouddhisme dont il est question en Chine, c'est le bouddhisme du grand véhicule, du Mahayana. Vous vous souvenez de ça ou je dois l'écrire au tableau? Le Mahayana. Vous vous souvenez que Maha, en sanskrit, ça veut dire grand. Vous donnez le mot Maharaja, par exemple, les grands. Le Mahayana. Le bouddhisme du grand véhicule, c'est un bouddhisme qui est très différent de celui qui est pratiqué, par exemple, en Thaïlande,
dans le sud-est asiatique, en Birmanie, au Cambodge par exemple. Et ce bouddhisme est essentiellement un bouddhisme de compassion. Un bouddhisme qui a pour valeur la solidarité, un bouddhisme également qui n'est pas celui de la recherche individuelle du salut, tel qu'on le trouve dans le bouddhisme du petit véhicule, de l'Hinayana. Je vous avais dit également que dans l'iconographie, il y a une grande différence, puisque les statues de Bouddha, dans le cas du petit véhicule, par exemple en Thaïlande, ce sont des Bouddhas qui sont émaciés, ce sont des Bouddhas relativement ascétiques, tandis que dans le bouddhisme du grand véhicule, là au contraire, vous voyez des Bouddhas boudinés, si je puis dire, c'est-à-dire avec un gros ventre, des gros joues, enfin les Bouddhas chinois, quoi. Ça n'a rien à voir avec les Bouddhas thaïlandais. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est des Bouddhas qui sourient. Ils ont l'air bien heureux. C'est très différent de l'iconographie et de la statuaire du bouddhisme du petit véhicule. Alors il y a une grande confusion, un grand malentendu. Parce qu'effectivement, le bouddhisme qui s'installe au 3e, 4e, 5e siècle de notre ère en Chine est, à tort, confondu avec le taoïsme, par les Chinois eux-mêmes, je dis bien. Autrement dit, les adhérents au bouddhisme recherchent le nirvana, mais ce nirvana est synonyme d'immortalité de l'âme. Or, dans l'enseignement de Bouddha, le nirvana, donc bouddhiste, est très différent du nirvana des hindous. Je vous l'ai expliqué dans mon cours d'histoire des religions. Chez les hindous, le nirvana, c'est accéder une fois pour toutes à une sorte de paradis, si vous voulez, qui évite les réincarnations successives. C'est mettre fin à la roue du temps, si vous voulez. C'est arrivé en bout de course. Tandis que, dans l'enseignement du Bouddha, le nirvana, c'est pas ça du tout. Le nirvana, c'est le néant. Les bouddhistes aspirent au néant, c'est-à-dire à l'extinction du désir. Or, justement, il y a eu confusion. Et c'est aussi une des caractéristiques, je dirais, du bouddhisme du Mahayana par rapport au bouddhisme de l'Hinayana, du petit véhicule. Il faudra attendre le 6e et le 7e siècle, donc 3 siècles après que le bouddhisme est devenu la religion dominante en Chine, pour que, enfin, l'enseignement du Bouddha, qui était en sanskrit ou en pali, soit traduit directement en chinois. Et l'on va se rendre compte à ce moment-là que l'on s'est complètement fourvoyé, on s'est trompé. On a pratiqué une religion et l'on a eu des croyances qui n'étaient pas celles qui se trouvent dans l'enseignement du maître. Donc c'est un grand malentendu. C'est arrivé souvent, vous savez, dans l'histoire, ce genre de malentendu. Je vous ai déjà dit que Jésus était juif, il n'était pas chrétien, et que le christianisme, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Bien entendu, le fond d'enseignement, c'est effectivement ce qui se trouve dans les évangiles, mais un message qui a été transformé, d'abord par Paul de Tarse, et ensuite par les pères de l'Église au 2e, 3e et 4e siècle de notre ère, en particulier par les grands conciles, qui ont fixé un dogme qui ne se trouve pas du tout dans l'enseignement de Jésus. Voilà, donc c'est fréquent, ces déformations. Alors, je poursuis. Si l'on fait le bilan
de la religiosité des croyances en Chine, excusez-moi, bien on peut dire que pour un Chinois, il n'y a pas de problème à pratiquer le taoïsme dans un temple bouddhiste ou l'inverse. Tout cela est lié. Il n'y a pas de dogmatisme, dans le bouddhisme d'ailleurs, et a fortiori dans le bouddhisme chinois. Ce qui s'exprime dans ces temples, c'est la religiosité, c'est un certain nombre de rites. Mais il n'y a pas, si vous voulez, d'opposition entre ces deux religions. Et l'on peut être à certains moments rationaliste et à d'autres moments superstitieux. On peut être les deux en même temps pour des aspects différents d'existence. Ça peut paraître évidemment assez gênant pour un esprit qui souhaiterait tout fixer dans des catégories. Et quand on étudie les civilisations lointaines, vous savez, on a souvent envie de tout schématiser pour que ce soit bien clair. Les Chinois sont comme ça, les Indiens sont comme ça, les Russes sont comme ça, parce qu'on a besoin de cohérence. Mais approcher une civilisation, ça prend évidemment beaucoup de temps, et il ne faut pas imaginer comme ça qu'on peut réduire une civilisation à une seule religion ou à 2 ou 3 caractéristiques évidemment majeures. On va passer maintenant au deuxième grand aspect de la civilisation chinoise, en tout cas le deuxième biais par lequel je voulais l'aborder, c'est-à-dire le domaine politique, après avoir parlé de la religion et de la philosophie. Sur le plan politique, et je ne vais pas remonter évidemment aux périodes extrêmement lointaines de l'Antiquité, je vais partir du 5e siècle avant Jésus. Ce qui domine à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'époque des royaumes combattants, c'est ce qu'on appellerait chez nous, je dirais, au Moyen-Âge, la féodalité. Autrement dit, il y a des seigneuries, des chefs locaux qui se combattent, et progressivement, on pourrait faire un parallèle avec ce qui va se passer dans l'Occident médiéval, mais à l'envers cette fois, après l'Empire carolingien, c'est-à-dire la création de principautés territoriales. Autrement dit, ces petits chefs locaux vont être absorbés, après leur défaite, dans des principautés plus importantes. C'est l'inverse aussi de ce qu'on a pu voir lorsqu'on a étudié les Celtes. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'entre 750 et 475 dominaient des principautés. C'est l'époque de Hallstatt. Et cela est prouvé en particulier par les tombes, vous vous souvenez, les tombes à 4 roues, des chars à 4 roues, etc. Et puis je vous avais dit qu'après 475, jusqu'à la conquête de César, ce modèle principautaire s'écroule au profit de petites seigneuries, ce qui est prouvé également par l'archéologie. Vous vous souvenez, tous ces petits tumuli qu'on peut trouver en particulier dans nos Ardennes, en Belgique. Et donc, on était passé d'un système principautaire à un système seigneurial. Et là, il y avait eu un éclatement. Eh bien, ça va se passer d'ailleurs pendant notre Moyen-Âge aussi. À la fin du Haut Moyen-Âge et au début du Moyen-Âge classique. Ici, là, c'est le contraire. On passe donc d'un modèle seigneurial à un modèle principautaire, et puis, vers 220, je crois que c'est en 222, si mes souvenirs sont bons, ou en 220, avant Jésus-Christ, un empire chinois est formé, principalement. Précédemment, il n'y avait que des dynasties princières. À partir de maintenant, vous allez avoir une dynastie impériale. Ou plus exactement, une première dynastie qui sera très courte puisqu'elle va durer 20 ans, et dont le titulaire est le premier empereur. Vous savez, ce premier empereur, vous avez certainement entendu parler de ce premier empereur,
hein, qui a fait, comment dirais-je, édifier cet énorme tumulus qui se trouve à Xi'an, hein, en Chine, et on a retrouvé depuis plusieurs dizaines d'années maintenant toute une armée de soldats d'argile, des archers, des fantassins, des cavaliers, hein, près de plusieurs milliers. Ce sont des statues de terre cuite qui sont un peu plus grandes d'ailleurs qu'un être humain. Moi j'ai été la voir à Xi'an justement, en Chine. Elles sont un peu plus grandes, ils ont un peu plus de 2 mètres, quelque chose comme ça. On a retrouvé des milliers comme ça, qui constituent cette sorte de garde prétorienne grandeur nature qui devait accompagner l'empereur dans son séjour éternel. Xi'an, ça s'écrit comme ceci. Alors bon, il y a plusieurs écritures, comme vous savez, hein, quand il y a du chinois, souvent c'est écrit en pinyin, hein, ou en écriture. Donc Xi'an, ça peut s'écrire comme ceci. Attendez, oui, ça peut aussi s'écrire. Attendez, comme ceci plutôt. Oui, c'est juste. Ça peut aussi s'écrire comme ceci. Enfin, il y a plusieurs écritures possibles. Non, là, il va être là, évidemment. Ça va bien quelque chose de bizarre. Xi'an ou Xi'an comme ceci. Voilà, ça se trouve donc dans la partie, dans le centre de la Chine. Hein. Alors, ce premier empereur s'appelle Qin Shi Huangdi. Je l'écris ici, Qin Shi Huangdi, ou Di, hein, Qin Shi Huangdi. Alors, ce qui signifie en fait César Auguste, chef de l'Empire, littéralement. Et cette première dynastie, qui ne dure pas longtemps, hein, a donné son nom à la Chine elle-même. Donc c'est du mot Qin que vient le mot Chine. Ça paraît d'ailleurs assez logique. Donc c'est le nom de cette dynastie qui a donné son nom au pays actuel, pour marquer en français, parce que en chinois, la Chine ne se dit pas Chine, hein, mais elle se dit Empire du Milieu, le pays du milieu. C'est assez comique, évidemment, hein, que l'on utilise, voilà, ce terme-là, pour la Chine, en fait, c'est l'Empire du Milieu, hein, tout simplement. Ça fait qu'en chinois, une petite parenthèse ici, chaque signe représente un mot. Et ces signes s'appellent des idéophonogrammes. Des idéophonogrammes. Gramme, ça vient d'un mot grec qui veut dire la lettre, si vous voulez. Et idéophono, ça renvoie à l'idée de sens et à l'idée de son. Autrement dit, maintenant, 90%, ce n'était pas le cas avant, hein, mais maintenant 90% des caractères chinois renvoient à des idées, à des mots plus exactement, mais dont le signe ne correspond plus toujours à la manière dont on prononçait jadis. Ça va? C'est pour ça que ce sont des idéophonogrammes. Et dans la langue chinoise, le déterminant, comme d'ailleurs dans les langues que nous connaissons, hein, en français c'est différent, hein, dans les langues latines, mais le déterminant se met toujours avant le déterminé. Donc par exemple, si vous voulez dire, allez, un chinois, ben pour dire un chinois, vous allez dire milieu plus pays, et le mot qui est après, c'est personne. Ça va? Donc, pour dire un chinois, j'ai fait du chinois jadis, ça, il y a très longtemps. Donc, pour dire un chinois, donc avec même une majuscule, un chinois, vous allez écrire ça comme ça, ce sera milieu, parce que c'est l'empire du milieu, hein, donc plus pays, ça va, suivi, hein, suivi de personne. Personne, ça veut dire une personne, quoi. Donc c'est la personne du pays du milieu.
Ça va? Alors, en chinois, des petits, comment dirais-je, des petites observations comme ça, très rapides que je fais, en chinois, il n'y a pas de conjugaison. Donc, par exemple, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, vous voyez, c'est compliqué, parce que suis et être, ça ne se ressemble pas, sommes, être et sont, ça ne se ressemble pas non plus. Eh bien, vous dites je être, tu être, il être, nous être, vous être, il être. Voilà. En chinois, c'est comme ça. Et vous faites ça tous les temps. Alors vous allez dire, oui, mais comment on sait que c'est du passé, du futur, etc. Mais ça, il y a des adverbes qui ajoutent quelque chose. Mais donc, il n'y a pas des conjugaisons, il n'y a pas des subjonctifs, des impératifs, tous ces machins-là. C'est résolu d'une manière beaucoup plus simple. Alors, vous savez également, enfin, vous savez, je vous le dis plutôt, il n'y a pas de pluriel, de singulier, de féminin ou de masculin. Alors là, il y a ce qu'on appelle un classificateur. Alors, suivant, par exemple, si vous voulez dire, par exemple, un Chinois, ou deux Chinois, ou trois Chinois, vous écrivez toujours chinois au singulier, et vous devez ajouter à chinois au singulier, à côté un élément de la classification à laquelle appartient chinois. Ben, chinois, ça appartient à la classification des noms de pays, et puis à côté vous mettez le nombre, tout simplement. Donc vous mettez 1, 2, 3, etc. Et simplement la classification. Ça va? Mais vous aurez un autre classificateur pour les plantes, pour les animaux, etc. Donc vous devez toujours ajouter un signe, donc un idéophonogramme, qui s'ajoute entre le nom et alors le nombre. Mais le mot lui-même ne va pas changer. Vous allez le prononcer de la même manière, et en plus ça, la forme de l'idéophonogramme ne va pas changer. Ça va? Mais par contre, en chinois, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que vous avez 4 tons. Donc, suivant la manière dont vous prononcez, puisque ce sont toutes des monosyllabes, donc chaque signe, c'est une seule syllabe. Eh bien, suivant la manière dont vous prononcez le signe, eh bien, il faut dire tout à fait autre chose. Ça va? Donc, tout dépend de la manière dont vous placez le ton. C'est un petit peu, quand vous parlez chinois, en fait, vous chantez en même temps. Et suivant la manière dont vous chantez, si vous sentez aigu, grave, haut, etc., vous dites tout à fait autre chose. Par exemple, pour dire « je suis » ou « je mords », eh bien, vous le voyez écrit, vous l'entendez prononcer, pour vous, vous ne ferez jamais la différence en tant qu'occidental. Mais simplement, il y en a un dont le ton est un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Il y a 4 tons. Suivant que l'on monte dans le ton, suivant qu'on descend, etc. Suivant que vous dites ma, ben vous voyez, en fonction de ça, ça veut dire cheval, maman, et tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que le chinois, c'est simple quand vous voyez la grammaire, mais en revanche, pour les sons, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, quand vous entendez un japonais en chinois, vous voyez tout de suite la différence. Les Chinois ont l'impression qu'ils chantent, c'est un petit peu comme les Italiens, ils chantent, les Chinois. Avec les Japonais, on a l'impression qu'ils vous rentrent dedans en tout instant. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est pas du tout la même chose. Ça va, il n'y a aucun rapport entre les Chinois et les Japonais. Mais c'est intéressant d'étudier un petit peu ces langues-là, non pas pour les apprendre, parce que moi je ne l'ai jamais appris en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse quand j'étudie une langue, c'est de voir comment la langue fonctionne. C'est ça, parce que je sais très bien que je ne parlerai jamais chinois, je ne suis pas naïf, à moins de faire ça du matin au soir. Mais c'est simplement pour savoir, tiens, est-ce qu'ils ont des articles, est-ce qu'ils ont des conjugaisons, est-ce qu'ils ont des temps, est-ce qu'ils ont des modes, comment, voilà. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, à mes yeux, à moi, évidemment. Bon, alors, je poursuis. J'en étais où maintenant? Je ne sais plus. J'étais en train de vous parler. Attendez, voulez-vous parler de la politique? C'est ça? Je n'avais pas encore commencé. C'est ça, voilà. Alors, je vous ai dit que. Voilà, j'étais en train de vous parler du premier empereur dans Qin Shi Huangdi. C'est ça, Qin Shi Huangdi. Alors, ce premier empereur, il est resté très célèbre, bien entendu, ne fût-ce que
Il est très connu maintenant parce qu'il y a ce musée qui se trouve à Xi'an, avec toutes ces statues qui se trouvent couvertes par un dôme vitré, bien entendu, pour qu'il fasse clair et qu'en même temps la pluie, etc., ne démolisse pas toutes ces statues d'argile. Alors, ils fondent l'Empire. Alors, plusieurs dynasties vont se succéder. Je vais vous citer simplement les dynasties les plus importantes. Les dynasties, oula, déjà moins 20, temps passe. Donc les dynasties les plus importantes. Alors, les dynasties les plus importantes, c'est tout d'abord celles des Han, H-A-N, antérieures et les Han postérieures. Il y a eu deux dynasties, les Han antérieures, c'est la dynastie des 2 siècles avant Jésus-Christ, et les Han postérieures, ce sont les 2 siècles après Jésus-Christ. Puis, on va tomber dans une époque féodale, puis il va y avoir une dynastie importante qui est celle des Sui, mais ça s'écrit Sui, on dit Sui, ça va, mais ça se prononce Sui, S-O-U-E, accent grave I, enfin, translittéré évidemment dans l'écriture latine, mais c'est Sui. Alors, une autre dynastie importante, et ça, elle est très connue parce que c'est l'apogée de la civilisation chinoise, c'est la dynastie des Tang. Alors, la dynastie des Tang, ça c'est, elle va du milieu du 7e siècle jusqu'à la fin du 9e siècle. C'est la grande dynastie. Donc, milieu 7e siècle, fin 9e siècle. Donc, ça correspond chez nous, je dirais, on est au milieu de la période mérovingienne et on va jusqu'à la fin de l'époque carolingienne. Comme ça, vous avez un tableau un peu synoptique sur le plan chronologique. Puis vous avez une grande civilisation également, qui est la dynastie des Song, S-O-N-G, les Song. Alors la dynastie des Song, ça correspond à notre Moyen-Âge classique, de la fin du Xe siècle jusqu'au milieu du XIIIe siècle. La dynastie des Song. Ça, c'est l'époque de l'apogée du néo-confucianisme. Parce qu'il faut savoir que, oui, je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, je vous ai dit le bouddhisme, il connaît son apogée entre le 3e siècle et le 10e siècle de notre ère. Mais puis je ne vous ai pas dit que le bouddhisme, il va avoir tendance à reculer un petit peu, en tout cas sur le plan politique, au profit du néo-confucianisme, parce que les empereurs, ils aiment bien cette idéologie qui maintient les gens dans la soumission, puisqu'ils doivent eux-mêmes, ils se convainquent eux-mêmes qu'ils doivent obéir à l'empereur, à leur père, etc. C'est une société très patriarcale. Les Song. Puis alors vous avez une autre dynastie, oui, je vais écrire ça ici. Oui, vous voyez encore celle-là, tout le monde écrit? Oui. Alors, vous avez ensuite la dynastie des Yuan. Alors, ça, elle couvre la période qui va du milieu, oui, même du 2e quart, puisque Gengis Khan prend Pékin en 1215. Donc de 1215 jusqu'aux années 1360, ça va? C'est en fait la dynastie mongole. Gengis Khan est surtout Kubilai Khan, qui est le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan. Khan, plus exactement, on va dire Khan, en fait. Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan. Puis alors, vous avez de 1300, je crois, c'est 1368 jusqu'en 1644, vous avez la dynastie des Ming, dont on peut voir les tombeaux pas très loin de Pékin, à une trentaine de kilomètres de Pékin. Les Ming. Ça va? Donc du milieu du XIVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Les Ming. Et puis vous avez la dernière dynastie chinoise, c'est la dynastie des Qing, à ne pas confondre avec les Qing dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, ça ne se prononce pas de la même manière. Donc la dynastie des Qing. Mais le G se prononce comme ça, la dynastie des Qing. Ça va? C'est la dynastie Mandchoue, de 1644 jusqu'en 1911. Et vous connaissez certainement le dernier empereur, dont on a fait un film, Puyi, qui est mort à l'époque communiste comme simple jardinier de la cité interdite. Puyi, et ça donc il appartenait à la dynastie Mandchoue. Ça va? Puisqu'en 1911, 1912,
c'est la République chinoise qui est fondée. Alors, je vous parlais sur le plan politique de ce système impérial. L'empereur, il est le fils du ciel, donc en fait c'est un monarque absolu, mais il n'est pas monarque absolu de droit divin comme on l'est en, je ne sais pas, en Angleterre, en France ou au Moyen-Âge par exemple, hein, ou surtout au temps moderne. En effet, si l'empereur remplit mal sa fonction, il doit, le ciel, en tout cas c'est ce que dit l'idéologie officielle, le ciel lui retire son mandat d'empereur. On appelle le retrait de mandat. Alors comment l'empereur gouverne-t-il? Alors l'empereur gouverne essentiellement grâce à l'institution des mandarins dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Les mandarins, ce sont des hauts fonctionnaires. Ce sont des hauts fonctionnaires. Ce sont des hauts fonctionnaires, ils ne représentent que quelques milliers de familles, si vous voulez, dans la Chine du XIIIe siècle. Il s'agit presque d'une caste, mais une caste de lettrés. Théoriquement, tout le monde peut passer les concours qui vous conduisent au mandarinat, mais dans les faits, vous pensez bien qu'un pauvre petit paysan qui n'appartient pas à une famille cultivée a très peu de chances de réussir les concours. Ce sont de véritables concours administratifs où la littérature et la philosophie ont beaucoup d'importance. On peut dire que les mandarins constituent une caste un petit peu comme les technocrates que l'on trouve en France et que l'on appelle les énarques. Les énarques, ce sont ceux qui font l'École nationale d'administration. Les énarques, qui passent un concours. D'ailleurs, la plupart des hommes politiques français, sauf peut-être Sarkozy qui a un itinéraire différent, comme vous savez, mais beaucoup de ministres sont des énarques qui sont passés par l'École nationale d'administration, ou par Sciences Po, l'Institut de la Fondation des sciences politiques, de Paris. Alors, ces mandarins, que font-ils? Eh bien, ils sont chargés de gouverner au nom de l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ben, ce sont eux qui lèvent les impôts. Ce sont eux qui s'occupent de toute l'administration des choses, creuser les canaux, s'occuper des transports, s'occuper du maintien de l'ordre, exercer la justice, autrement dit, les différentes fonctions régaliennes que nous connaissons. Ces mandarins sont un peu l'équivalent de personnages que nous avons rencontrés lorsque nous avons étudié l'Égypte ancienne. C'était les scribes. Sauf que ce sont des scribes de haut niveau, mais les scribes ne faisaient rien d'autre également que de lever les impôts, que de s'occuper des transports, que de décider des problèmes liés à l'irrigation, etc. C'est un petit peu l'équivalent d'une institution qui va être mise en place au XVIIe siècle en France et qu'on appelle l'institution des intendants. Les intendants, ce sont en fait des envoyés du roi, Louis XIII, Louis XIV, ou d'autres encore par la suite, Louis XV, Louis XVI. Hein, et les intendants, ben, ils ont quoi comme fonction? Ce sont des intendants de justice, de police et de finances. Ce sont eux qui lèvent les impôts, qui organisent le maintien de l'ordre, qui organisent les transports, hein, la justice, etc. Autrement dit, ce sont des gens qui dépendent directement du roi en France et qui exercent en fait pratiquement les pouvoirs du roi au nom du roi dans les provinces. Voilà. Donc retenez, donc les mandarins, les scribes dans l'Antiquité ou les intendants en France, volontairement je prends des civilisations très très différentes pour vous montrer qu'un État, pour fonctionner, doit s'organiser sur base de principes qui sont quand même résumés à quelques variables peu nombreuses.